Jules Verne. Voyage au centre de la Terre, deuxième partie. Réalisation sonore studio du domaine de la Chaux et compagnie Légurande. Projet soutenu par la ville d'Évry-Courcouronnes et la CGET dans le cadre des quartiers d'automne. L'histoire commence à Hambourg, en Allemagne. Un jour, Otto Lidenbrock, professeur, géologue et minéralogiste, trouve un vieux parchemin écrit en caractères runiques. Grâce à l'aide de son neveu Axel, ils finissent par percer les secrets du cryptogramme. Dans ce vieux manuscrit, un dénommé Arne Saknussemm, alchimiste islandais du XVIe siècle, affirme avoir trouvé un passage jusqu'au centre de la Terre à partir du volcan Sneffels. Lidenbrock s'enflamme immédiatement. Il n'a aucune hésitation à proposer à Axel de l'accompagner pour un voyage jusqu'au centre de la Terre. Cette décision très soudaine ne séduit pas le jeune Axel. Mais son oncle ne lui laisse guère le choix et, encouragé par sa fiancée Grauben, qui est d'ailleurs la pupille de Lidenbrock, il suit son oncle dans l'expédition en Islande. Le professeur et son neveu sont en désaccord sur de nombreux points scientifiques. Le professeur est intéressé par la vérification des théories d'Humphrey Davy. Ce dernier a émis l'hypothèse selon laquelle la température vers le noyau terrestre serait moins élevée. Axel est par contre un partisan de la théorie de la chaleur centrale. En seulement 2 jours, le professeur s'est occupé de tous les préparatifs, il a pu se procurer des technologies de pointe de l'époque. Les 2 hommes se pressent, car selon les écrits de Saknussemm, il faut arriver à la fin du mois de juin pour identifier l'emplacement d'un point d'entrée. À cette date précise, l'entrée se situera dans la zone où se fondrait l'ombre d'un pic rocheux. Après un long voyage, ils arrivent au port de Reykjavik. Ils sont hébergés par M. Fridriksson, un professeur de sciences naturelles. Celui-ci leur fait part de tout ce qu'il sait sur Saknussemm. Suivant les conseils de Fridriksson, il recrute Hans Bjelke, un chasseur islandais, qui va leur servir de guide. Le 28 juin, les conditions citées par le parchemin sont respectées. Les 3 aventuriers munis de cordes peuvent descendre dans le cratère et commencer le véritable voyage. Lidenbrock, sans le savoir, dirige son équipe dans une impasse en choisissant la mauvaise direction à partir d'un croisement entre 2 galeries. Cette erreur leur coûte presque la vie. En effet, leur réserve d'eau s'était épuisée rapidement. De ce fait, le professeur et ses 2 compagnons reviennent sur leurs pas en étant assoiffés. De retour au croisement, il se fie à Hans qui les mène vers une nappe souterraine d'eau ferrugineuse. Sur le trajet, Axel se rend compte que Lidenbrock avait bien raison. La théorie de la chaleur centrale n'était pas exacte. En effet, l'augmentation de la chaleur n'était nullement considérable. Continuant à s'engouffrer dans les entrailles de la Terre, Axel perd ses 2 compagnons. Ils réussissent à se retrouver, mais Axel fait une mauvaise chute. Lidenbrock et Hans parviennent à le soigner. L'aventure continue. À l'intérieur du cratère, ils font d'innombrables et incroyables découvertes. Une forêt de champignons géants, une mâchoire et des ossements de mastodontes et une vaste mer intérieure. Dimanche 16 août. Rien de nouveau. Même temps. Le vent a une légère tendance à fraîchir. En me réveillant, mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière. Je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir, puis à s'éteindre. Il n'en est rien. L'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots. Vraiment, cette mer est infinie. Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée, ou même de l'Atlantique, pourquoi pas. Mon oncle sonde à plusieurs reprises. Il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde
qu'il laisse filer de 200 brasses. Pas de fond. Nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde. Quand le pic est remonté à bord, Hans me fait remarquer, à sa surface, des empreintes fortement accusées. On dirait que ce morceau de fer a été vigoureusement serré entre deux corps durs. Je regarde le chasseur. « Tender !» fait-il. Je ne comprends pas. Je me tourne vers mon oncle, qui est entièrement absorbé dans ses réflexions. Je ne me soucie pas de le déranger. Je reviens vers l'Islandais. Celui-ci, ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche, me fait comprendre sa pensée. « Des dents !» dis-je avec stupéfaction en considérant plus attentivement la barre de fer. Oui, ce sont bien des dents dont l'empreinte s'est incrustée dans le métal. Les mâchoires qu'elles garnissent doivent posséder une force prodigieuse. Est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agite sous la couche profonde des eaux, plus vorace que le squale, plus redoutable que la baleine ? Je ne puis détacher mes regards de cette barre à demi rongée. Ces pensées m'agitent pendant tout le jour, et mon imagination se calme à peine dans un sommeil de quelques heures. Mardi 18 août. Le soir arrive, ou plutôt le moment où le sommeil alourdit nos paupières, car la nuit manque à cet océan et l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux, comme si nous naviguions sous le soleil des mers arctiques. Hans est à la barre. Pendant son quart, je m'endors. 2 heures après, une secousse épouvantable me réveille. Le radeau a été soulevé hors des flots avec une indescriptible puissance et rejeté à 20 toises de là. Qu'y a-t-il ? Avons-nous touché ? S'écria l'oncle. Hans montre du doigt à une distance de 200 toises une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour. Je regarde et je m'écrie. C'est un marsouin colossal ! Oui. Et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune. Et plus loin, un crocodile monstrueux. Voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée. Oh, il disparaît. Une baleine ! Une baleine ! S'écrie alors le professeur. J'aperçois ces énormes nageoires. Vois l'air et l'eau qu'elle chasse par ses évents. En effet, 2 colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable au-dessus de la mer. Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés, en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont des dimensions surnaturelles, et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent. Hans veut mettre la barre au vent afin de fuir ce voisinage dangereux. Mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables, une tortue large de 40 pieds et un serpent long de 30 qui darde sa tête énorme au-dessus des flots. Impossible de fuir. Ces reptiles s'approchent. Ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler. Ils tracent autour de lui des cercles concentriques. J'ai pris ma carabine, mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recouvert ? Nous sommes muets d'effroi. Les voici qui s'approchent. D'un côté le crocodile, de l'autre le serpent. Le reste du troupeau marin a disparu. Je vais faire feu. Hans m'arrête d'un signe. Les 2 monstres passent à 50 toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre et leur fureur les empêche de nous apercevoir. Le combat s'engage à 100 toises du radeau. Nous voyons distinctement les 2 monstres aux prises. Mais il me semble que maintenant les autres animaux viennent prendre part à la lutte. Le marsouin, la baleine, le lézard, la tortue. À chaque instant, je les entrevois. Je les montre à l'Islandais. Celui-ci remue la tête négativement. Tva ! Quoi ? 2 ? Et il prétend que 2 animaux seulement ? Il a raison, s'écrie mon oncle, dont la lunette n'a pas quitté les yeux. Par exemple ? Oui, le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin, la tête d'un lézard, les dents d'un crocodile, et voilà ce qui nous a trompés. C'est le plus redoutable des reptiles antidiluviens, l'Ichthyosaurus. Et l'autre ? L'autre, c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue, le terrible ennemi du premier,
le Plesiosaurus. Hans a dit vrai. 2 monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer, et j'ai devant les yeux 2 reptiles des océans primitifs. J'aperçois l'œil sanglant de l'Ichthyosaurus, gros comme la tête d'un homme. La nature l'a doué d'un appareil d'optique d'une extrême puissance et capable de résister à la pression des couches d'eau dans les profondeurs qu'il habite. On l'a justement nommé la baleine des sauriens, car il en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de 100 pieds, et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. Sa mâchoire est énorme, et d'après les naturalistes, elle ne compte pas moins de 182 dents. Le Plesiosaurus, serpent à tronc cylindrique, à queue courte, a les pattes disposées en forme de rame. Son corps est entièrement revêtu d'une carapace et son cou, flexible comme celui du cygne, se dresse à 30 pieds au-dessus des flots. Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie. Ils soulèvent des montagnes liquides qui s'étendent jusqu'au radeau. 20 fois nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les 2 bêtes sont enlacées. Je ne puis les distinguer l'une de l'autre. Il faut tout craindre de la rage du vainqueur. 1 heure, 2 heures passent. La lutte continue avec le même acharnement. Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour. Nous restons immobiles, prêts à faire feu. Soudain, l'Ichthyosaurus et le Plesiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom au sein des flots. Plusieurs minutes s'écoulent. Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer ? Mais tout à coup, une tête énorme s'élance au dehors. La tête du Plesiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Je n'aperçois plus son immense carapace. Seulement, son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, cingle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un ver coupé. L'eau rejaillit à une distance considérable. Elle nous aveugle. Mais bientôt, l'agonie du reptile touche à sa fin. Ses mouvements diminuent, ses contorsions s'apaisent, et ce long tronçon de serpent s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés. Quant à l'Ichthyosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine ? Ou va-t-il reparaître à la surface de la mer ? Après une dizaine de jours de navigation, ils sont pris dans un orage qui dévaste leur embarcation et manque leur coûter la vie. Finalement, ils sont rejetés sur une côte. Par malheur, d'après les indications de la boussole, la tempête leur a fait rebrousser chemin vers la même côte. Lidenbrock et Axel l'explorent à nouveau et tombent sur un ossuaire où se trouvent des restes d'animaux des ères quaternaires et tertiaires, dont un homme fossilisé plus ancien que tout ce qui avait été découvert jusqu'alors. Plus loin, ils s'aventurent dans une forêt de végétaux appartenant à des espèces anciennes. C'était la végétation de l'époque tertiaire dans toute sa magnificence. 2 grands palmiers, d'espèces aujourd'hui disparues, de superbes palmacites, des pins, des ifs, des cyprès, des thuyas, représentaient la famille des conifères et se reliaient entre eux par un réseau de lianes inextricables. Un tapis de mousse et d'hépatique revêtait moelleusement le sol. Quelques ruisseaux murmuraient sous ces ombrages, peu dignes de ce nom, puisqu'ils ne produisaient pas d'ombre. Sur leurs bords croissaient des fougères arborescentes, semblables à celles des serres chaudes du globe habité. Seulement, la couleur manquait à ces arbres, à ces arbustes, à ces plantes, privées de la vivifiante chaleur du soleil. Tout se confondait dans une teinte uniforme, brunâtre et comme passée. Les feuilles étaient dépourvues de leur verdeur, et les fleurs elles-mêmes, si nombreuses à cette époque tertiaire qui les vit naître, alors, sans couleur et sans parfum, semblaient faites d'un papier décoloré sous l'action de l'atmosphère.
Mon oncle Lidenbrock s'aventura sous ces gigantesques taillis. Je le suivis, non sans une certaine appréhension. Puisque la nature avait fait là les frais d'une alimentation végétale, pourquoi les redoutables mammifères ne s'y rencontreraient-ils pas? J'apercevais dans ces larges clairières, que laissaient les arbres abattus et rongés par le temps, des légumineuses, des acérinés, des rubiacées et 1000 arbrisseaux comestibles, chers aux ruminants de toutes les périodes. Puis apparaissaient, confondus et entremêlés, les arbres des contrées si différentes de la surface du globe, le chêne croissant près du palmier, l'eucalyptus australien s'appuyant au sapin de la Norvège, le bouleau du Nord confondant ses branches avec les branches du kaoris zélandais. C'était à confondre la raison des classificateurs les plus ingénieux de la botanique terrestre. Soudain, je m'arrêtai. De la main, je retins mon oncle. La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur des taillis. J'avais cru voir... Non, réellement, de mes yeux, je voyais des formes immenses s'agiter sous les arbres. En effet, c'étaient des animaux gigantesques, tout un troupeau de mastodontes non plus fossiles, mais vivants et semblables à ceux dont les restes furent découverts en 1801 dans le marais de l'Ohio. J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes grouillaient sous les arbres comme une légion de serpents. J'entendais le bruit de leurs longues défenses dont l'ivoire taraudait les vieux troncs. Les branches craquaient et les feuilles arrachées par masses considérables s'engouffraient dans la vaste gueule de ces monstres. Ce rêve où j'avais vu renaître tout ce monde des temps antéhistoriques, des époques ternaires et quaternaires, se réalisait donc enfin. Nous étions là, seuls dans les entrailles du globe, à la merci de ces farouches habitants. Mon oncle regardait. « Allons, dit-il tout d'un coup en me saisissant le bras. En avant! En avant! » Non, m'écriai-je, non! Nous sommes sans armes. Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de quadrupèdes géants? Venez, mon oncle, venez. Nulle créature humaine ne peut braver impunément la colère de ces monstres. Nulle créature humaine? Répondit mon oncle en baissant la voix. Tu te trompes, Axel. Regarde, regarde là-bas. Il me semble que j'aperçois un être vivant. Un être semblable à nous. Un homme. Je regardais, haussant les épaules et décidé à pousser l'incrédulité jusqu'à ses dernières limites. Mais, quoi que j'en eus, il fallut bien me rendre à l'évidence. En effet, à moins d'un quart de mille, appuyé au tronc d'un kauris énorme, un être humain. Un Protée des contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable troupeau de mastodontes. Imanis pecoris custos, imanior ipse. Oui, imanior ipse. Ce n'était plus l'être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans l'ossuaire. C'était un géant capable de commander à ces monstres. Sa taille dépassait 12 pieds. Sa tête, grosse comme la tête d'un buffle, disparaissait dans les broussailles d'une chevelure inculte. On eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l'éléphant des premiers âges. Il brandissait de la main une branche énorme, digne houlette de ce berger antédiluvien. Nous étions restés immobiles, stupéfaits, mais nous pouvions être aperçus, il fallait fuir. Venez, venez, m'écriai-je, en entraînant mon oncle, qui pour la première fois se laissa faire. Un quart d'heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi. Et maintenant que j'y songe tranquillement, maintenant que le calme s'est refait dans mon esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser ? Que croire? Non, c'est impossible. Nos sens ont été abusés. Nos yeux n'ont pas vu ce qu'ils voyaient. Nulle créature humaine n'existe dans ce monde subterrestre.
Nulle génération d'hommes n'habite ces cavernes inférieures du globe, sans se soucier des habitants de sa surface, sans communication avec eux. C'est insensé, profondément insensé. Cependant, nous avions quitté la forêt claire et lumineuse, muets d'étonnement, accablés sous une stupéfaction qui touchait à l'abrutissement. Nous courions malgré nous. C'était une vraie fuite, semblable à ces entraînements effroyables que l'on subit dans certains cauchemars. Instinctivement, nous revenions vers la mer Lidenbrock, et je ne sais dans quelle divagation mon esprit se fut emporté sans une préoccupation qui me ramena à des observations plus pratiques. Bien que je fusse certain de fouler un sol entièrement vierge de nos pas, j'apercevais souvent des agrégations de rochers. Cela confirmait d'ailleurs l'indication de la boussole et notre retour involontaire au nord de la mer Lidenbrock. C'était parfois à s'y méprendre. Des ruisseaux et des cascades tombaient par centaines des saillies de roc. Je croyais revoir à la couche de Surtarbrandur notre fidèle Ansbach et la grotte où j'étais revenu à la vie. Puis, quelques pas plus loin, la disposition des contreforts, l'apparition d'un ruisseau, le profil surprenant d'un rocher venaient me rejeter dans le doute. Le professeur partageait mon indécision. Il ne pouvait s'y reconnaître au milieu de ce panorama uniforme. « Évidemment, lui dis-je, nous n'avons pas abordé à notre point de départ, mais la tempête nous a ramenés un peu au-dessous, et en suivant le rivage, nous nous retrouverons à Port Graüben. » Dans ce cas, répondit mon oncle, il est inutile de continuer cette exploration. Et le mieux est de retourner au radeau. Mais tu ne te trompes pas, Axel ? Il est difficile de se prononcer, car tous ces rochers se ressemblent. Il me semble pourtant reconnaître le promontoire au pied duquel Hans a construit son embarcation. Nous devons être près du petit port. Si même ce n'est pas ici, ajoutai-je en examinant une crique que je crus reconnaître. Mais non, Axel. Nous retrouverions au moins nos propres traces, et je ne vois rien. Mais je vois, moi, m'écriai-je, en m'élançant vers un objet qui brillait sur le sable. Qu'est-ce donc ? Ceci, répondis-je. Et je montrai à mon oncle un poignard couvert de rouille que je venais de ramasser. Tiens, dit-il, tu avais donc emporté cette arme avec toi ? Moi ? Aucunement ! Mais vous ? Non, pas que je sache, répondit le professeur. Je n'ai jamais eu cet objet en ma possession. Voilà qui est particulier. Mais non. C'est très simple, Axel. Les Islandais ont souvent des armes de cette espèce. Et Hans, à qui celle-ci appartient, l'a perdue. Je secouai la tête. Hans n'avait jamais eu ce poignard en sa possession. Est-ce donc l'arme de quelque guerrier antédiluvien, m'écriai-je, d'un homme vivant, d'un contemporain de ce gigantesque berger ? Mais non, ce n'est pas un outil de l'âge de pierre, pas même de l'âge de bronze. Cette lame est d'acier. Mon oncle m'arrêta net dans cette route où m'entraînait une divagation nouvelle, et de son ton froid, il me dit « Calme-toi, Axel, et reviens à la raison. Ce poignard est une arme du XVIe siècle, une véritable dague, de celles que les gentilshommes portaient à leur ceinture, pour donner le coup de grâce. Elle est d'origine espagnole. Elle n'appartient ni à toi, ni à moi, ni aux chasseurs, ni même aux êtres humains qui vivent peut-être dans les entrailles du globe. Oserez-vous dire... Vois, elle ne s'est pas ébréchée ainsi à s'enfoncer dans la gorge des gens. Sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'un jour, ni d'un an, ni d'un siècle. Le professeur s'animait, suivant son habitude, en se laissant emporter par son imagination. Axel, nous sommes sur la voie de la grande découverte. Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis 200 ans. 200, 300 ans, et s'est ébréchée sur les rocs de cette mer souterraine. Mais elle n'est pas venue seule. Elle n'a pas été se tordre d'elle-même. Quelqu'un nous a précédés. Oui, un homme. Et cet homme ? Cet homme a gravé son nom avec ce poignard. Cet homme a voulu encore une fois marquer de sa main la route du centre.
Cherchons, cherchons !» Et prodigieusement intéressés, nous voilà longeant la haute muraille, interrogeant les moindres fissures qui pouvaient se changer en galerie. Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait. La mer venait presque baigner le pied des contreforts, laissant un passage large d'une toise au plus. Entre deux avancées de roc, on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur. Là, sur une plaque de granit, apparaissaient les deux lettres mystérieuses à demi rongées, les deux initiales du hardi et fantastique voyageur A.S. Arne Saknussemm. Toujours Arne Saknussemm. Cette découverte leur procure un certain courage, car preuve qu'ils sont sur la bonne voie. Pourtant, un nouvel obstacle fait son apparition. Il se trouve dans un cul-de-sac, un passage bouché par une éruption récente. Déterminé, le professeur Lidenbrock utilise alors son fulmi-coton. La poudre. Oui, il ne s'agit que d'un bout de roc à briser. Hans, à l'ouvrage. L'Islandais retourna au radeau et revint bientôt avec un pic dont il se servit pour creuser un fourneau de mine. Ce n'était pas un mince travail. Il s'agissait de faire un trou assez considérable pour contenir 50 livres de fulmi-coton, dont la puissance expansive est 4 fois plus grande que celle de la poudre à canon. J'étais dans une prodigieuse surexcitation d'esprit. Pendant que Hans travaillait, j'aidais activement mon oncle à préparer une longue mèche faite avec de la poudre mouillée et renfermée dans un boyau de toile. « Nous passerons », disais-je. « Nous passerons ». À minuit, notre travail de mineur fut entièrement terminé. La charge de fulmi-coton se trouvait enfouie dans le fourneau et la mèche, se déroulant à travers la galerie, venait aboutir au dehors. Une étincelle suffisait maintenant pour mettre ce formidable engin en activité. « À demain », dit le professeur. Il fallut bien me résigner et attendre encore pendant 6 grandes heures. Le lendemain, jeudi 27 août, fut une date célèbre de ce voyage subterrestre. Elle ne me revient pas à l'esprit sans que l'épouvante ne fasse encore battre mon cœur. À partir de ce moment, notre raison, notre jugement, notre ingéniosité n'ont plus voix au chapitre et nous allons devenir le jouet des phénomènes de la Terre. À 6 heures, nous étions sur pied. Le moment approchait de nous frayer par la poudre un passage à travers l'écorce de granit. Je sollicitai l'honneur de mettre le feu à la mine. Cela fait, je devais rejoindre mes compagnons sur le radeau qui n'avait point été déchargé. Puis, nous prendrions au large afin de parer au danger de l'explosion dont les effets pouvaient ne pas se concentrer à l'intérieur du massif. La mèche devait brûler pendant 10 minutes, selon nos calculs, avant de porter le feu à la chambre des poudres. J'avais donc le temps nécessaire pour regagner le radeau. Je me préparais à remplir mon rôle, non sans une certaine émotion. Après un repas rapide, mon oncle et le chasseur s'embarquèrent, tandis que je restais sur le rivage. J'étais muni d'une lanterne allumée qui devait me servir à mettre le feu à la mèche. « Va, mon garçon, me dit mon oncle, et reviens immédiatement nous rejoindre. »« Soyez tranquille, répondis-je. Je ne m'amuserai point en route. » Aussitôt, je me dirigeai vers l'orifice de la galerie, j'ouvris ma lanterne et je saisis l'extrémité de la mèche. Le professeur tenait son chronomètre à la main. « Es-tu prêt ?»« Je suis prêt !»« Eh bien, feu, mon garçon !» Je plongeai rapidement dans la flamme la mèche qui pétilla à son contact et, tout en courant, je revins au rivage. « Embarque et débordons !» Hans, d'une vigoureuse poussée, nous rejeta en mer. Le radeau s'éloigna d'une 20aine de toises. C'était un moment palpitant. Le professeur suivait de l'œil l'aiguille du chronomètre. « Encore 5 minutes, disait-il. Encore 4. Encore 3.
Mon pouls battait des demi-secondes. Encore 2. 1. Croulez, montagne de granit! Que se passa-t-il alors? Le bruit de la détonation? Je crois que je ne l'entendis pas. Mais la forme des rochers se modifia subitement à mes regards. Ils s'ouvrirent comme un rideau. J'aperçus un insondable abîme qui se creusait en plein rivage. La mer, prise de vertige, ne fut plus qu'une vague énorme, sur le dos de laquelle le radeau s'éleva perpendiculairement. Nous fûmes renversés tous les trois. En moins d'une seconde, la lumière fit place à la plus profonde obscurité. Puis, je sentis l'appui solide manquer, non à mes pieds, mais au radeau. Je crus qu'il coulait à pic. Il n'en était rien. J'aurais voulu adresser la parole à mon oncle, mais le mugissement des eaux l'eût empêché de m'entendre. Malgré les ténèbres, le bruit, la surprise, l'émotion, je compris ce qui venait de se passer. Au-delà du roc qui venait de sauter, il existait un abîme. L'explosion avait déterminé une sorte de tremblement de terre dans ce sol coupé de fissures. Le gouffre s'était ouvert et la mer, changée en torrent, nous y entraînait avec elle. Je me sentis perdu. 1 heure, 2 heures, que sais-je, se passèrent ainsi. Nous nous serrions les coudes, nous nous tenions les mains afin de n'être pas précipités hors du radeau. Des chocs d'une extrême violence se produisaient quand il heurtait la muraille. Cependant, ces heurts étaient rares, d'où je conclus que la galerie s'élargissait considérablement. C'était, à n'en pas douter, le chemin de Saknussemm. Mais au lieu de le descendre seul, nous avions, par notre imprudence, entraîné toute une mer avec nous. Ces idées, on le comprend, se présentèrent à mon esprit sous une forme vague et obscure. Je les associais difficilement pendant cette course vertigineuse qui ressemblait à une chute. À en juger par l'air qui me fouettait le visage, elle devait surpasser celle des trains les plus rapides. Allumer une torche dans ces conditions était donc impossible et notre dernier appareil électrique avait été brisé au moment de l'explosion. Je fus donc surpris de voir une lumière briller tout à coup près de moi. La figure calme de Hans s'éclaira. L'adroit chasseur était parvenu à allumer la lanterne et, bien que sa flamme vacillât à s'éteindre, elle jeta quelques lueurs dans l'épouvantable obscurité. La galerie était large. J'avais eu raison de la juger telle. Notre insuffisante lumière ne nous permettait pas d'apercevoir ces 2 murailles à la fois. La pente des eaux qui nous emportait dépassait celle des plus insurmontables rapides de l'Amérique. Leur surface semblait faite d'un faisceau de flèches liquides, décochées avec une extrême puissance. Je ne puis rendre mon impression par une comparaison plus juste. Le radeau, pris par certains remous, filait, parfois en tournoyant. Lorsqu'il s'approchait des parois de la galerie, j'y projetais la lumière de la lanterne et je pouvais juger de sa vitesse, à voir les saillies du roc se changer en traits continus, de telle sorte que nous étions enserrés dans un réseau de lignes mouvantes. J'estimais que notre vitesse devait atteindre 30 lieues à l'heure. Mon oncle et moi, nous regardions d'un œil hagard, accotés au tronçon du mât qui, au moment de la catastrophe, s'était rompu net. Nous tournions le dos à l'air afin de ne pas être étouffés par la rapidité d'un mouvement que nulle puissance humaine ne pouvait enrayer. Cependant, les heures s'écoulèrent. La situation ne changeait pas, mais un incident vint la compliquer. En cherchant à mettre un peu d'ordre dans la cargaison, je vis que la plus grande partie des objets embarqués avait disparu au moment de l'explosion lorsque la mer nous assaillit si violemment.
Je voulais savoir exactement à quoi m'en tenir sur nos ressources et la lanterne à la main, je commençais mes recherches. De nos instruments, il ne restait plus que la boussole et le chronomètre. Les échelles et les cordes se réduisaient à un bout de câble enroulé autour du tronçon du mât. Pas une pioche, pas un pic, pas un marteau et, malheur irréparable, nous n'avions pas de vivres pour un jour. Je fouillais les interstices du radeau, les moindres coins formés par les poutres et la jointure des planches. Rien. Nos provisions consistaient uniquement en un morceau de viande sèche et quelques biscuits. Je regardais d'un air stupide. Je ne voulais pas comprendre. Et cependant, de quel danger me préoccupais-je ? Quand les vivres eussent été suffisants pour des mois, pour des années, comment sortir des abîmes où nous entraînait cet irrésistible torrent ? À quoi bon craindre les tortures de la faim quand la mort s'offrait déjà sous tant d'autres formes ? Mourir d'inanition, est-ce que nous en aurions le temps ? Pourtant, par une inexplicable bizarrerie de l'imagination, j'oubliais le péril immédiat pour les menaces de l'avenir qui m'apparurent dans toute leur horreur. D'ailleurs, peut-être pourrions-nous échapper aux fureurs du torrent et revenir à la surface du globe. Comment ? Je l'ignore. Où ? Qu'importe. Une chance sur 1000 est toujours une chance, tandis que la mort, par la faim, ne nous laissait d'espoir dans aucune proportion, si petite qu'elle fût. La pensée me vint de tout dire à mon oncle, de lui montrer à quel dénuement nous étions réduits, et de faire l'exact calcul du temps qui nous restait à vivre. Mais j'eus le courage de me taire. Je voulus lui laisser tout son sang-froid. En ce moment, la lumière de la lanterne baissa peu à peu et s'éteignit entièrement. La mèche avait brûlé jusqu'au bout. L'obscurité redevint absolue. Il ne fallait plus songer à dissiper ces impénétrables ténèbres. Il restait encore une torche, mais elle n'aurait pu se maintenir allumée. Alors, comme un enfant, je fermai les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité. Après un laps de temps assez long, la vitesse de notre course redoubla. Je m'en aperçus à la réverbération de l'air sur mon visage. La pente des eaux devenait excessive. Je crois véritablement que nous ne glissions plus, nous tombions. J'avais en moi l'impression d'une chute presque verticale. La main de mon oncle et celle de Hans, cramponnées à mes bras, me retenaient avec vigueur. Tout à coup, après un temps inappréciable, je ressentis comme un choc. Le radeau n'avait pas heurté un corps dur, mais il s'était subitement arrêté dans sa chute. Une trombe d'eau, une immense colonne liquide s'abattit à sa surface. Je fus suffoqué, je me noyais. Cependant, cette inondation soudaine ne dura pas. En quelques secondes, je me trouvai à l'air libre que j'aspirais à plein poumon. Mon oncle et Hans me serraient le bras à le briser, et le radeau nous portait encore, tous les trois. Cependant, la température s'accroissait dans une forte proportion et je me sentais baigné au milieu d'une atmosphère brûlante. Je ne pouvais la comparer qu'à la chaleur renvoyée par les fourneaux d'une fonderie à l'heure des coulées. Peu à peu, Hans et mon oncle et moi, nous avions dû quitter nos vestes et nos gilets. Le moindre vêtement devenait une cause de malaise pour ne pas dire de souffrance. « Montons-nous donc vers un foyer incandescent ?» m'écriai-je à un moment où la chaleur redoublait. « Non, » répondit mon oncle, « c'est impossible, c'est impossible. » Cependant, dis-je en tâtant la paroi, cette muraille est brûlante. Au moment où je prononçais ces paroles, ma main ayant effleuré l'eau, je dus la retirer au plus vite. « L'eau est brûlante !» m'écriai-je. Le professeur, cette fois, ne répondit que par un geste de colère. Alors, une invincible épouvante s'empara de mon cerveau et ne le quitta plus.
J'avais le sentiment d'une catastrophe prochaine et telle que la plus audacieuse imagination n'aurait pu la concevoir. Une idée, d'abord vague, incertaine, se changeait en certitude dans mon esprit. Je la repoussais, mais elle revint avec obstination. Je n'osais la formuler. Cependant, quelques observations involontaires déterminèrent ma conviction. À la lueur douteuse de la torche, je remarquais des mouvements désordonnés dans les couches granitiques. Un phénomène allait évidemment se produire dans lequel l'électricité jouait un rôle. Puis cette chaleur excessive, cette eau bouillonnante. Je résolus d'observer la boussole. Elle était affolée. Oui, affolée. L'aiguille sautait d'un pôle à l'autre avec de brusques secousses, parcourait tous les points du cadran et tournait comme si elle eût été prise de vertige. Mon oncle, nous sommes perdus. Quelle est cette nouvelle terreur? Qu'as-tu donc? Ce que j'ai? Observez ces murailles qui s'agitent, ce massif qui se disloque, cette chaleur torride, cette eau qui bouillonne, ces vapeurs qui s'épaississent, cette aiguille folle, tous les indices d'un tremblement de terre. Un tremblement de terre? Oui. Mon garçon, je crois que tu te trompes. Quoi? Vous ne reconnaissez pas ces symptômes? D'un tremblement de terre? Non. J'attends mieux que cela. Que voulez-vous dire? Une éruption, Axel. Une éruption? Nous sommes dans la cheminée d'un volcan en activité? Je le pense. Et c'est ce qui peut nous arriver le plus heureux. Plus heureux? Mon oncle était donc devenu fou? Que signifiaient ces paroles? Pourquoi ce calme, ce sourire? Comment? m'écriai-je, nous sommes pris dans une éruption? La fatalité nous a jetés sur le chemin des laves incandescentes, des roches en feu, des eaux bouillantes, de toutes les matières éruptives. Nous allons être repoussés, expulsés, rejetés, vomis, lancés dans les airs avec les quartiers de roc, les pluies de cendres et de scories, dans un tourbillon de flammes. Et c'est ce qui peut nous arriver de plus heureux. Oui, répondit le professeur en me regardant par-dessus ses lunettes. Car c'est la seule chance que nous ayons de revenir à la surface de la Terre. Je passe rapidement sur les 1000 idées qui se croisèrent dans mon cerveau. Mon oncle avait raison, absolument raison. Et jamais il ne me parut ni plus audacieux, ni plus convaincu qu'en ce moment où il attendait en supputant avec calme les chances d'une éruption. Cependant, nous montions toujours. La nuit se passa dans ce mouvement ascensionnel. Les fracas environnants redoublaient. J'étais presque suffoqué. Je croyais toucher à ma dernière heure. Et pourtant, l'imagination est si bizarre que je me livrai à une recherche véritablement enfantine. Mais je subissais mes pensées. Je ne les dominais pas. Il était évident que nous étions rejetés par une poussée éruptive. Sous le radeau, il y avait des eaux bouillonnantes. Et sous ces eaux, toute une pâte de lave. Un agrégat de roches qui, au sommet du cratère, se disperserait en tous les sens. Nous étions donc dans la cheminée d'un volcan? Pas de doute à cet égard. Mais cette fois, au lieu du Sniffles, volcan éteint, il s'agissait d'un volcan en pleine activité. Je me demandais donc quelle pouvait être cette montagne et dans quelle partie du monde nous allions être expulsés. Vers le matin, le mouvement d'ascension s'accéléra. Si la chaleur s'accrut, au lieu de diminuer, aux approches de la surface du globe, c'est qu'elle était toute locale et due à une influence volcanique. Notre genre de locomotion ne pouvait plus me laisser aucun doute dans l'esprit. Une force énorme, une force de plusieurs centaines d'atmosphères produites par les vapeurs accumulées dans le sein de la Terre nous poussait irrésistiblement. Mais à quel danger innombrable elle nous exposait! Bientôt, des reflets fauves pénétrèrent dans la galerie verticale qui s'élargissait.
j'apercevais à droite et à gauche des couloirs profonds semblables à d'immenses tunnels d'où s'échappaient des vapeurs épaisses. Des langues de flammes ont léché les parois en pétillant. Voyez mon oncle! Eh bien, ce sont des flammes sulfureuses. Rien de plus naturel dans une éruption. Mais si elles nous enveloppent? Elles ne nous envelopperont pas. Mais si nous étouffons? Nous n'étoufferons pas. La galerie s'élargit. Et s'il le faut, nous abandonnerons le radeau pour nous abriter dans quelques crevasses. Et l'eau? Et l'eau montante? Il n'y a plus d'eau, Axel. Mais une sorte de pâte lavique qui nous soulève avec elle jusqu'à l'orifice du cratère. La colonne liquide avait effectivement disparu pour faire place à des matières éruptives assez denses, quoique bouillonnantes. La température devenait insoutenable et un thermomètre exposé dans cette atmosphère eût marqué plus de 70 degrés. La sueur m'inondait. Sans la rapidité de l'ascension, nous aurions été certainement étouffés. Cependant, le professeur ne donna pas suite à sa proposition d'abandonner le radeau, et il fit bien. Ces quelques poutres mal jointes offraient une surface solide, un point d'appui qui nous eût manqué partout ailleurs. Vers 8 heures du matin, un nouvel incident se produisit pour la première fois. Le mouvement ascensionnel cessa tout à coup. Le radeau demeura absolument immobile. Une halte, répondit mon oncle. Est-ce l'éruption qui se calme? J'espère bien que non. Je me levai. J'essayais de voir autour de moi. Peut-être le radeau arrêté par une saillie de roc opposait-il une résistance momentanée à la masse éruptive. Dans ce cas, il fallait se hâter de le dégager au plus vite. Il n'en était rien. La colonne de cendres, de scories et de débris pierreux avait elle-même cessé de monter. « Est-ce que l'éruption s'est arrêtée ?» m'écriai-je. Fit mon oncle, les dents serrées. Tu le crains, mon garçon? Mais rassure-toi, ce moment de calme ne saurait se prolonger. Voilà déjà 5 minutes qu'il dure, et avant peu, nous reprendrons notre ascension vers l'orifice du cratère. Le professeur, en parlant ainsi, ne cessait de consulter son chronomètre, et il devait avoir encore raison dans ses pronostics. Bientôt, le radeau fut repris d'un mouvement rapide et désordonné qui dura 2 minutes à peu près, et il s'arrêta de nouveau. « Bon, » fit mon oncle en observant l'heure, « dans 10 minutes, il se remettra en route. » 10 minutes? Oui, nous avons affaire à un volcan dont l'éruption est intermittente. Il nous laisse respirer avec lui. Rien n'était plus vrai. À la minute assignée, nous fûmes lancés de nouveau avec une extrême rapidité. Il fallait se cramponner aux poutres pour ne pas être rejeté hors du radeau. Puis, la poussée s'arrêta. Je n'ai conservé aucun souvenir précis de ce qui se passa pendant les heures suivantes. J'ai le sentiment confus de détonation continue, de l'agitation du massif, d'un mouvement giratoire dont fut pris le radeau. Il ondula sur des flots de lave au milieu d'une pluie de cendres. Les flammes ronflantes l'enveloppèrent. Un ouragan qu'on eût dit chassé d'un ventilateur immense activait les feux souterrains. Une dernière fois, la figure de Hans m'apparut dans un reflet d'incendie et je n'eus plus d'autre sentiment que cette épouvante, sinistre, des condamnés attachés à la bouche d'un canon au moment où le coup part et disperse leurs membres dans les airs. Quand je rouvris les yeux, je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide. De l'autre main, il soutenait mon oncle. Je n'étais pas blessé grièvement, mais plutôt brisé par une courbature générale. Je me vis couché sur le versant d'une montagne, à 2 pas d'un gouffre dans lequel le moindre mouvement m'eût précipité. Hans m'avait sauvé de la mort pendant que je roulais sur les flancs du cratère. « Où sommes-nous » demanda mon oncle qui me parut fort irrité d'être revenu sur terre. Le chasseur leva les épaules en signe d'ignorance. « En Islande, dis-je. »« Nei » répondit Hans.
Ils sortent du cratère et non loin dans l'herbe, ils rencontrent un enfant qui leur apprend qu'ils sont sur les pentes du Stromboli situé au nord de la Sicile. Pour conclure, je dois ajouter que ce voyage au centre de la Terre fit une énorme sensation dans le monde. Il fut imprimé et traduit dans toutes les langues. Les journaux les plus accrédités s'en arrachèrent les principaux épisodes qui furent commentés, discutés, attaqués, soutenus, avec une égale conviction dans le camp des croyants et des incrédules. Chose rare, mon oncle jouissait de son vivant de toute la gloire qu'il avait acquise, et il n'y eut pas jusqu'à M. Barnum qui ne lui proposa de l'exhiber à un très haut prix dans les États de l'Union. Mais un ennui, disons même un tourment, se glissait au milieu de cette gloire. Un fait demeurait inexplicable, celui de la boussole. Or, pour un savant, pareil phénomène inexpliqué devient un supplice de l'intelligence. Eh bien, le ciel réservait à mon oncle d'être complètement heureux. Un jour, en rangeant une collection de minéraux dans son cabinet, j'aperçus cette fameuse boussole et je me mis à observer. Depuis 6 mois, elle était là, dans son coin, sans se douter des tracas qu'elle causait. Tout à coup, quelle fut ma stupéfaction! Je poussai un cri. Le professeur accourut. Qu'est-ce donc? Cette boussole! Eh bien! Mais son aiguille indique le sud et non le nord. Que dis-tu? Voyez, ses pôles sont changés. Changés? Mon oncle regarda, compara, et fit trembler la maison par un bond superbe. Quelle lumière éclairait à la fois son esprit et les miens! Ainsi donc, s'écria-t-il, dès qu'il retrouva la parole, après notre arrivée au cap Saknussemm, l'aiguille de cette damnée boussole marquait sud au lieu du nord. Évidemment. Notre erreur s'explique alors. Mais quel phénomène a pu produire ce renversement des pôles? Rien de plus simple. Explique-toi, mon garçon. Pendant l'orage, sur la mer Lidenbrock, cette boule de feu qui aimantait le fer du radeau avait tout simplement désorienté notre boussole. Ah oui! C'était donc un tour de l'électricité. À partir de ce jour, mon oncle fut le plus heureux des savants et moi le plus heureux des hommes. Ma jolie Virlandaise, abdiquant sa position de pupille, prit rang dans la maison de Königstrasse en la double qualité de nièce et d'épouse. Inutile d'ajouter que son oncle fut l'illustre professeur Otto Lidenbrock, membre correspondant de toutes les sociétés scientifiques, géographiques et minéralogiques des 5 parties du monde.